Comment on l'appelle ce podcast? On verra plus tard. On verra plus tard. Ok. Bonjour. Salut à tous, bienvenue dans le podcast qui n'a pas encore de nom. Exactement. Les préventifs quelque chose, mais ça on verra plus tard. En tout cas, nous ce qu'on sait, c'est qu'on va parler de documents uniques aujourd'hui. On va parler de qualité de vie au travail et on va parler de prévention dans le milieu professionnel sur toute cette petite série de podcasts qu'on va faire avec Prévensis. Exactement. Mais avant tout, on va quand même essayer de vous expliquer pourquoi on est là, ce qu'on fait. Ce qu'on fait surtout dans ce podcast. Donc, présente-toi. Bonjour à tous, Franck Magnaval. Du coup, je travaille chez Prévensis depuis plus de 2 ans maintenant. Je m'occupe du commerce, de toute cette partie-là et de la gestion de projet. Donc, lorsque vous aurez besoin de faire votre document unique, c'est moi que vous aurez au bout du fil. Oui, voilà, parce que du coup, on fait des documents uniques. Ça, on l'expliquera après ce que c'est. Exact. Et du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Damien, cofondateur de Prévensis et du coup, directeur général. Donc, je m'occupe d'absolument toutes les parties en collaboration avec toutes les personnes de la boîte. Donc, vous serez amenés peut-être à me rencontrer sur divers projets en fonction du sujet. Donc voilà, pour expliquer vite fait, vu que c'est la première pour Prévensis, donc ce qu'on fait, donc nous on est spécialisé dans la santé et sécurité au travail et notamment dans le document unique et les risques psychosociaux. Et du coup aujourd'hui on a pensé que pour notre première, forcément on allait parler du document unique et pour la deuxième des risques psychosociaux. Ouais, tout à fait. En fait, on est une structure qui a un peu plus de 3 ans maintenant, qui a été fondée de base en 2019. Donc le temps après de passer les certifications et ainsi de suite, on peut dire que commercialement ça s'est vraiment lancé en 2021 même. Et voilà, donc depuis on évolue dans ce secteur-là en ayant pour spécialité le document unique et les RPS. Donc ne vous inquiétez pas, dans ce podcast on va pas faire l'apologie de notre entreprise, on va plutôt parler de sujets généraux qui vous touchent directement en tant que chef d'entreprise ou en tant que salarié. Voilà. Tout à fait. Et surtout, on s'est rendu compte que dans notre milieu, c'est vrai qu'il y a souvent, c'est souvent un sujet qui est assez lourd, assez, excusez-moi pour l'expression, mais assez chiant pour les gens qui ne sont pas dedans. Donc voilà, là l'objectif c'est un peu de désacraliser la chose, d'en parler de façon plus légère et plus jeune aussi, parce que c'est vrai que c'est un monde qui est un peu vieillissant. C'est vieillot. Ouais. Donc on essaie de dépoussiérer tout ça, mais il y a de la poussière quoi. Ouais, il y a quand même pas mal de poussière, c'est vrai. Voilà. C'est souvent un sujet qui est contraignant, qui est chronophage. Souvent, les entreprises, vous devez le voir, vous n'avez pas les ressources en interne pour vous occuper de la prévention des risques. Et à tort, parfois, c'est souvent aussi un sujet qui est délaissé parce que ça sert à rien, entre guillemets, sauf qu'on se rend compte au fur et à mesure de nos expériences que quand même c'est des sujets clivants, mais en même temps qui sont vraiment utiles et qui peuvent vous permettre de réduire les accidents de travail et d'améliorer la QVT un petit peu au sein des structures. C'est au final la finalité. Je te propose qu'on commence. Ouais, on a qu'à attaquer. Donc pour le document unique, la première question c'est qu'est-ce que c'est pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas. Bon, bien sûr, j'imagine que si vous êtes tombé sur ce podcast, vous savez, c'est que vous connaissez. On ne tombe pas sur qu'est-ce que c'est un document unique. Bref, je vais vous expliquer tout simplement le document unique, le DURP très exactement. Donc c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est un document qui est obligatoire pour toutes les entreprises dès lors qu'il y a un salarié, un employé. Donc voilà, ça c'est déjà la première chose à savoir. Franck, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Qu'est-ce qui compose le document unique? Le document unique, en fait, c'est une carte d'identité des risques de l'entreprise, donc en fonction du métier, des locaux, ainsi de suite. Grosso modo, ça doit permettre aux salariés et à l'employeur de savoir quels sont les risques liés à l'activité professionnelle. Donc pour l'employeur, c'est dire aux salariés attention, toutes ces choses-là font partie des risques que tu peux avoir en exerçant ton boulot. Et pour le salarié, c'est de savoir quels sont les risques auxquels ils sont exposés, comment faire en sorte de pas se blesser, de faire attention à sa santé, qu'elle soit physique ou psychique,
et voilà. Grosso modo, c'est l'idée. Ouais, tout à fait. Donc, on a peut-être répondu, mais du coup, vers qui on doit se tourner en général? Alors, lorsqu'on souhaite un document unique. Vers moi. Non, Il va donner son numéro, faites attention. alors, non, en fait, le document unique, il est à la responsabilité de l'employeur, et ça, c'est inévitable. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on peut entendre, ce qu'on dit ou quoi qu'est-ce, lorsqu'on est salarié, on dépend de notre employeur. C'est-à-dire que l'employeur doit faire en sorte de mettre en place les mesures obligatoires et de prévenir des risques. Ensuite, bien sûr, il y a des règles. Vous devez avoir le document unique, vous avez qu'on appelle des règlements intérieurs, et ainsi de suite, des obligations de port de pays, peu importe. Ça, c'est des règles que vous devez suivre. Si en tant que salarié, vous ne suivez pas les règles, là, pour le coup, la faute va vous incomber s'il y a un accident de travail. Tout à fait. Mais le document unique est à la charge de l'employeur, et l'employeur peut dire, moi je vais faire confiance à un prestataire externe pour rédiger ce document unique, je vais faire confiance à mes salariés, à tel ou tel salarié pour la rédaction de ce document unique. C'est pourquoi dans certaines entreprises, vous allez retrouver des services QHSE, des services QVT, ainsi de suite. Mais voilà, c'est quand même à la charge de l'employeur. Tout à fait. Ça, on en parle dans une autre vidéo. On fait des formats plus courts sur Instagram et TikTok. Je vous invite bien sûr à nous suivre. Donc c'est Prévensis. Like et partagez. Voilà. Lui c'est les contrats, moi c'est la com. Mais voilà, on parle de la responsabilité. C'est vrai comme on dit dans cette vidéo, il faut toujours un responsable. Surtout en France. Ailleurs, on s'en fout si vous avez un accident de travail dans certains pays. C'est quand même de moins en moins. Ça dépend du pays. En vrai, nous, on a notre regard occidental, ouais, mais en soi, c'est vrai que quand on va en Asie ou des trucs comme ça, tu te fais couper la jambe, c'est dommage, quoi. C'est merci. C'est sûr. T'es viré, t'as perdu ton taf et ta jambe. Bon. C'est sûr que c'est compliqué. Mais non. Pour rebondir sur ça, c'est quand même une chance d'avoir des règles aussi strictes en France, parce que ça protège et les employeurs et les employés. C'est le but. Au début, à l'origine, c'est surtout pour l'employé. Parce que justement, ces situations-là où au final, vous avez des accidents, on va dire, qui vous arrivent comme ça, qui vous tombent dessus, vous avez rien demandé à personne et pourtant vous pouvez plus travailler, vous pouvez plus avoir de salaire, vous pouvez plus rien avoir. C'est pour ça que du coup, on a toutes ces aides en France et qu'on a ce système de responsabilité. Et du coup, ça c'est très important à chaque fois de formaliser tout ce que vous faites. Et le document unique justement sert à cette formalisation. Ce qui veut dire que, imaginons, vous allez avoir des escaliers qui sont dangereux. Si demain vous le notifiez dans le document unique que vous essayez de mettre des actions en place, s'il y a par exemple un employé qui tombe dans les escaliers, qui se casse un bras, et du coup vous serez dans la démarche d'amélioration continue. Donc en soi, la responsabilité elle sera atténuée. Alors que si par contre vous le savez et vous faites rien, le salarié il peut porter plainte contre vous et clairement vous perdez. Vous perdez le procès, de l'argent et surtout un bon employé. Après, ça dépend aussi de l'accident. Oui, bien sûr. Parce que il y a des actions, il y a des choses. Typiquement, moi qui suis dans le commerce, je peux être amené à me déplacer en voiture. Si ma voiture, ma voiture d'entreprise a eu toutes les actions de fait dessus, qu'elle est suivie, que je portais la ceinture, que j'étais dans les limitations de vitesse, je me suis fait rentrer dedans par un camion. Peu importe tout ce qu'on a mis en place, là pour le coup c'est pas du fait de l'employeur, c'est pas de mon fait non plus, tout a été fait. Donc là ensuite c'est les assurances et les mutuelles qui prennent en charge les choses. Très, très intéressant. Vous allez me dire oui, j'ai une assurance, elle va payer. Entre nous, vous connaissez les assurances. Elles ne paieront pas. Elles ne paieront pas. Pourquoi ? Elles paieront uniquement si vous avez votre document unique. Voilà. Si demain vous avez un accident du travail et qu'elles voient que vous ne respectez pas vos obligations, donc d'avoir le document, forcément elles vont se retourner contre vous en disant nous on veut bien vous assurer, mais si vous respectez le droit, la législation française. Tout à fait. Maintenant on va peut-être parler du volet de la mise en place, si ça te va, du style comment mettre en place le document unique en interne, en externe, quels sont les acteurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Alors, c'est sûr que
il y a plein de parties qui peuvent être pris. Donc soit vous le faites en interne, donc c'est une personne qui va être responsable de ça, qui va s'occuper d'écrire et de tenir à jour le document unique. Soit vous déléguez cette tâche à une entreprise externe, donc nous c'est notre rôle, et là c'est dire, ben voilà, je choisis mon prestataire et je lui fais confiance sur l'identification, l'évaluation, la cotation et la bonne tenue de ce document unique. Voilà. Grosso modo. Ouais. Après, en termes de différents acteurs, forcément, on va en citer plusieurs parce qu'on n'est pas là que pour parler de nous quand même. Mais vous avez différents acteurs qui peuvent vous aider, notamment la médecine du travail. Alors, la médecine du travail, elle va être là pour vous accompagner dans cette démarche. Elle peut la mettre en place, mais si vous voulez avoir quelque chose de réglementaire et de carré, ben pour le coup, vous allez devoir payer. Donc ça va être une prestation voilà, classique. Ils pourront vous accompagner au début, mais ensuite ça sera payant. Ensuite, vous pouvez très bien vous retourner aussi vers d'autres cabinets de prestations de façon globale. Et on est pas mal sur le marché à en faire. Bien sûr, rien n'est plus qualitatif que nous plutôt. Mais ensuite, vous avez également des formations. Ce qu'on faisait énormément à l'origine. Maintenant, on le fait un peu moins, mais des formations, donc ça parle plus pour les petites structures, mais des formations qui, par la suite, peuvent être remboursées par les OPCO. Ça, c'est très intéressant parce que du coup, vous pouvez avoir un document unique qui est qualitatif, que vous avez fait avec un formateur ou avec une personne, mais du coup, que vous allez pouvoir faire financer presque ou totalement dans son entièreté. Donc c'est une petite astuce qu'on peut vous donner. C'est pas une astuce, mais c'est plutôt faut quand même notifier que c'est surtout pour les petites structures. Oui, tout à fait. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y en a vraiment peu qui le savent. C'est vrai, c'est une formation. Donc en fait, dans l'idée, dans les grandes lignes, comment ça fonctionne chez nous, on vous forme à rédiger, à utiliser le document unique et quelle meilleure manière que de faire votre document ensemble, et surtout derrière ça va vous permettre vous de le tenir à jour et de pouvoir travailler dessus, parce que c'est aussi des choses qu'on va aborder, mais le but d'un document unique, c'est pas simplement de le ranger dans un tiroir, d'appeler tous les ans, de dire ouais, est-ce qu'on peut changer la date. Le but d'un document unique, c'est quand même de travailler avec et dessus, et pour ça il y a le plan d'action, le Papri Pacte, et ainsi de suite. Tout à fait. Ça, ouais, on va y revenir, mais voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à ça, au niveau des différents acteurs ? Non, je pense que dans tous les cas, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous êtes là, vous devez connaître un petit peu. Oui, mais c'est vrai que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est l'employeur qui est responsable. Vous pouvez ensuite choisir qui s'en occupe. Peut-être qu'on va parler d'un truc qui est intéressant, le prix. Le prix, combien ça coûte un document unique. Parce que c'est vrai que nous, on peut le voir, des personnes qui connaissent, elles savent le prix, mais ceux qui connaissent pas, des fois, ils peuvent être étonnés parce qu'ils se disent, mais c'est juste un bout de papier, quoi. C'est un document. C'est pas un papier. Ça, si vous voulez lui dire quelque chose qui l'énerve, il n'y a pas mieux. Non, mais c'est des choses qu'on voit surtout sur les petites structures. Alors nous, c'est vrai que de moins en moins, on travaille avec les toutes petites boîtes. Alors c'est pas qu'on veut pas, c'est que déjà, il y a un coût. Et quand on fait de la qualité, c'est vrai que c'est difficile de passer une demi-journée sur un document. Nous, on va passer entre 2 et 15 jours en moyenne sur un document. Donc, c'est des tarifs qui vont de 700 € pour les plus petits documents uniques à, on a certains documents qui valent 45 000 € aujourd'hui, sur lesquels on a passé plusieurs mois. Donc, voilà, ça va vraiment dépendre de la taille de la structure, de la complexité des métiers et aussi du nombre de sites. Parce que visiter un site de 500 personnes, c'est complètement différent que visiter 18 sites d'une boîte, même s'il n'y a que 20 personnes par site. Voilà. Donc ça va dépendre de beaucoup de choses, mais la moyenne de nos documents uniques, elle est aux alentours des 2500 €. Bon. Sachant que 2500 €, déjà, si vous pouvez vous situer, ça reste quand même une boîte qui est plutôt grosse, ça dépend de ce qu'on appelle une cinquantaine de personnes. Ouais, voilà, une cinquantaine de personnes qui a un ou deux établissements, voilà. Dans ces eaux-là. Ouais, dans ces eaux-là. Mais du coup, alors on parle de ce document, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il contient, ce document ? Qu'est-ce qu'on a dedans ? Donc on a, on va dire, deux grandes choses, au final. Dans tous les documents uniques, t'as un document unique. Il y a toute la partie identification des risques. Voilà. Quels sont les risques auxquels vous êtes confrontés ? Et toute la partie plutôt plan d'action. Plan d'action,
qui sont qu'est-ce que vous devez mettre en place pour limiter les risques qu'on a identifiés. Tout à fait. Donc, dans ces deux cas, les actions, elles se retrouvent normalement de façon générale dans le document unique, dans l'identification. C'est vrai qu'à la fin, elles sont hiérarchisées, ce qui permet une plus grosse lisibilité, on va dire, des risques et pour savoir quoi faire, tout simplement. Après, ça, c'est notre méthodologie à nous. Oui. C'est vrai qu'on identifie un risque, donc ce qu'on va appeler une description. Derrière, on va notifier tout ce qui est déjà mis en place. Parce que vous ne partez pas de rien, c'est-à-dire que quand on fait un document unique, il y a déjà, généralement, on se retrouve entre 45 et 60% d'actions mises en place, et tout le reste, c'est des actions à mettre en place pour mieux maîtriser les risques. Et cette partie-là, donc pour les moins de 50 salariés, ça va être un plan d'action classique avec une date. Donc on a la date de mise en œuvre, idéale, que nous on préconise, et une cotation. Chez nous, la cotation, elle va de 1 à 72. Grosso modo, on a 4 niveaux. On a soit on a un risque qui est très 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 important, qui est potentiellement létal, soit on a des risques très importants, des risques modérés et des risques faibles. Grosso modo, c'est comme ça qu'on travaille. Et derrière, on a cette hiérarchisation en fonction des actions. Et pour les plus de 50, on a le PAPRIPACT. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le programme annuel de prévention. C'est un plan d'action amélioré. Est-ce que tu connais tout le terme du PAPRIPACT? Absolument pas. Parce qu'en France, on adore les trucs. Le PAPRIPACT, c'est le programme annuel de prévention. PAPRIPACT, et il y a des conditions de travail à un moment, je sais. Mais alors après, si vous écoutez ça, mettez-le nous en commentaire. Risque. Oui, il doit y avoir risque. Bon. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut y mettre des dates, des budgets, des référents, les acteurs impliqués, et voilà. Beaucoup d'infos. Et sans oublier que initialement aussi, donc l'indice de risque dont parlait Franck, il a été calculé avec plusieurs indicateurs qu'on appelle fréquence et gravité. Je pense que je vais pas vous expliquer ce que c'est parce que déjà c'est on n'est pas là pour faire des définitions, mais en plus c'est un peu lisible. Plus c'est fréquent et plus c'est grave et plus c'est haut, tout simplement. Voilà. Après, on a une cotation de maîtrise aussi en fonction de si on a pris énormément d'actions par rapport au risque, si on a mis énormément d'actions en place, si on en a beaucoup à mettre en place, du coup, le risque il est forcément moins maîtrisé. Donc, on va jouer sur ça. Est-ce que c'est simple de faire un PAPRIPACT? J'ai envie de te dire, ça dépend. Ça dépend si on utilise notre logiciel. Quand même, directeur commercial, il faut que. Non, mais pour le coup, c'est vrai qu'on a un logiciel qu'on a fait en interne exprès pour le PAPRIPACT et le document unique et sa gestion. Dans l'idée, en fait, on a implanté de la gestion de projet pour pouvoir faciliter la mise à jour du document. Bon, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est très pratique. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. On fait des démos, on fait des webinars. Je pense qu'on va vraiment mettre ton numéro de téléphone en bio. Ben oui, il n'y a pas de problème. Bon, bien sûr que ça reste professionnel. Oui. Sinon, je pense qu'il y en a une qui va pas être contente. Mais super. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le fait que ça devienne un outil plus qu'un bout de papier. Ouais, c'est tout le but. Voilà, ça c'est au final respecter sa réglementation, c'est bien, mais comment utiliser ce document unique? Parce que surtout souvent, c'est vrai quand on le reçoit, c'est un vieux PDF, on va le dire éclaté. Pas chez nous. Non, pas chez nous. Ils sont beaux. Pas chez nous. On peut avoir la version éclatée aussi. Pour l'inspection du travail, parce que forcément il faut quelque chose de compliqué pour qu'ils comprennent. Désolé à tous les découvrir. En plus, on dit ça, mais c'est pas vrai parce qu'on a eu plusieurs fois les félicitations de nos inspections. C'est vrai. Non, bien sûr, je dis pas ça pour dénigrer le travail des inspecteurs, au contraire, parce qu'ils font un travail qui est très compliqué surtout. Je pense que tout le monde n'est pas hyper sympa avec eux, donc on va les remercier. Mais donc il y a ce document-là qui va nous permettre de mettre en place des actions. C'est ce que tu disais par rapport au truc collaboratif. En fait, nous, et c'est le parti pris de Prévensis aussi, et c'est ce qu'on aime faire, on fait de la qualité. C'est-à-dire que dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, il y a unique. Et le but, c'est on n'a pas de template, on ne travaille pas comme ça. Quand on fait une identification et un document unique, c'est vraiment pour l'entreprise pour laquelle on travaille.
Et dans l'idée, si vous voulez simplement vous mettre en ordre avec vos obligations, on n'est pas les meilleurs pour ça, dans le sens où on vous fera jamais un document éclaté à 500 boules. Ah, oui. Ça n'existe pas chez nous et on ne veut pas le faire. Pourquoi ? Parce que c'est plus qu'un papier. C'est un outil à proprement parler permettant de protéger les salariés et permettant d'améliorer les conditions de travail des salariés, même de l'employeur, parce que souvent l'employeur aussi travaille dans l'entreprise. Tout à fait. Et en fait, ça va permettre quand même de limiter grandement les accidents de travail. Et au fur et à mesure du temps, ça permet vraiment de gagner de l'argent sur tous ces accidents de travail qu'il peut avoir, sur les burn-out, sur l'envie et l'engagement des salariés, ainsi de suite. Voilà. Tout à fait. Et au final, payer 2000 euros sur une boîte, au final, c'est pas grand-chose quand on voit ce que peut coûter un accident du travail ou un arrêt maladie qui n'est pas forcément légitime. Après, on le voit, ça fait 3 ans qu'on fait ça à plein temps, hors formation. Très clairement, on a moins d'1% de churn, c'est-à-dire que les entreprises avec lesquelles on travaille et pour qui on fait du renouvellement, c'est-à-dire qu'on continue à mettre à jour le document unique ou qui ont souscrit à haut risque, restent chez nous parce que c'est bien fait et que ça leur permet d'avancer sur tout le côté HSE de leur boîte. Tout à fait. Après, il y a aussi la question, tout à l'heure on disait que forcément un document unique bien fait, c'est important pour les salariés, mais aussi pour l'employeur, parce que s'il y a un trou, s'il y a quelque chose qui était très évident et que le document unique a été mal fait et qu'on ne le voit pas, et ben forcément l'employeur derrière il va se retrouver dans une certaine... Ouais, c'est ça. Puis, il n'est pas couvert dans ses obligations. Puis il y a quand même pour les entreprises de plus de 11 salariés l'obligation du renouvellement annuel du document unique. Donc c'est vrai que c'est quand même pratique. Pour les moins de 11, donc en mars dernier, il y a 2 ans maintenant, est passée la loi qu'il n'y avait pas l'obligation de mettre à jour le document unique, simplement de le mettre à jour s'il y a un changement majeur qui va être en fait une nouvelle unité de travail, 2 nouvelles machines, mais pour de vrai, c'est juste on n'a pas changé la machine à café, mais on travaillait sans Manitou, aujourd'hui on a des Manitou. Risque de brûlure, attention le café. Après voilà, faut doser aussi. Mais voilà, les déménagements, les changements d'activité, les choses comme ça, c'est un renouvellement qu'il faut faire pour les moins de 11. En revanche, à partir de 11 salariés, chaque année, il faut mettre à jour le dé. Voilà. Je te propose qu'on passe sur le débat. Vu qu'on prend clairement notre temps et qu'on en a pas. Tout à fait. Donc, petit débat. Alors, c'est quoi déjà le débat ? Est-ce que le DERP est réellement utile ? Ça, je pense qu'on a bien répondu déjà, mais... Non. En vrai, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Pour le coup, c'est moi qui ai posé la question, alors je vais expliquer pourquoi, parce que j'en ai pas du tout parlé à Franck. Si, tu l'as su 2 minutes avant le Non, sujet. mais dans tous les cas, au moins, ça permet d'être Franck du collier. Exactement, Franck du collier plutôt. Allez hop, elle est bonne celle-là. Désolé, si vous aimez pas les blagues pourries, il faut changer de podcast. Tout à fait. Ne t'inquiète pas, tu peux essuyer le tableau et faire beaucoup de bruit avec le micro nickel continu. Non, j'espère que vous n'avez pas entendu des cris stridents de tableau. Merci Lucien. On n'a pas pété, c'est le chef qui essuie. Non, du coup, est-ce que le DURP est vraiment utile ? Alors pourquoi j'ai mis ça ? Parce que c'est vrai qu'on est confronté, j'ai pas envie de dire plus de 50%, mais énormément de temps, énormément de fois à des gens qui ne se servent jamais de ce qu'on va leur faire. Même pas ils l'ouvrent. En vrai, on leur envoie un document ça les couvre réglementairement, donc ils vont le mettre dans un fichier, mais ils l'auront jamais ouvert. Et ça, c'est assez frustrant parce qu'on se dit, au final, pourquoi on fait ça ? Est-ce qu'on fait ça pour se retrouver dans un fichier ? Pas sûr. C'était pas clair. Non, c'est pas clair, mais t'as vu la question ? Après, moi je me dis, ça fait chier de payer un livre de 1500 balles. Bien sûr, c'est clair. Parce que oui, c'est des vrais livres, ça fait 150 pages. Ouais. C'est sûr, mais alors du coup, moi, de mon point de vue, je sais pas ce que t'en penses, mais de mon point de vue, ça va être utile dès lors que l'employeur, je dis bien l'employeur, parce que les employés, même avec beaucoup de volonté, des fois ça sert à rien. Dès lors que l'employeur prend ça justement comme un outil. Tout à l'heure on parlait d'outils. Si vous accaparez le document unique, que vous le comprenez et que vous essayez de mettre en place les actions, là ça serait utile. Mais c'est vrai que dans beaucoup de petites boîtes, on le fait par obligation. De façon générale, genre, nous on est beaucoup dans, par exemple là on est un open space.
on est un open space avec beaucoup de startups. On le voit très clairement, on va faire un document unique, donc personne ne va se servir. Et en même temps, j'ai envie de te dire, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin ? Et nous les premiers. Et nous les premiers, et c'est vrai. Nous Oh les le premiers. coquin, Non, mais- il dit tout. Non mais c'est un bon débat je trouve parce que effectivement c'est un outil pour beaucoup de boîtes. Enfin en fait il y a beaucoup de boîtes pour lesquelles ça pourrait être un outil, je pense, utile et pertinent. Il y a d'autres boîtes comme la nôtre où on a déjà une bonne culture de la prévention forcément et où en fait l'outil n'est plus puisqu'on a beaucoup de choses en place et qu'on connaît. Enfin, bon, nous c'est un mauvais exemple, vraiment on est dans ça et Oui. on a que des consultants. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a certaines sociétés qui ont beaucoup de choses en place et en fait l'outil n'est plus tant utile tellement c'est ancré et c'est devenu normal. Et après, au-delà de ça, genre nous, en soi, on est très sujet aux accidents de travail parce que on se déplace dans dans tout style de structure, des grosses structures, des industries ou même des bureaux classiques. Mais bon, on a énormément de sujets par rapport à ça. Mais quand on voit, je prends l'exemple de Pas de Ouzom. nom. Hein ? Pas de nom. Bon, ça va leur faire de la pub. Ah. Ouzom, qui sont nos collègues avec qui on non, travaille. Je pensais pas ça. Non, pas de nom de nos clients. Ok, ok. Non. Donc pour vous la petite histoire, aux hommes, c'est ceux qui ils sont deux. C'est les grands chefs. Voilà, fondés par Arthur et c'est des développeurs qui développent des web apps, des logiciels et plein de belles choses. Je vous invite à aller voir leur site. S'il y a des bugs, c'est pas nous, c'est eux. Ouais, voilà, parce que c'est eux qui nous développent le logiciel. Le logiciel. Non, mais en vrai, ils sont top, ils sont super, ils nous ont pondu quelque chose qui est énorme et pour le coup, le client nous le dit, donc c'est cool. Ah oui. Mais bon, on n'est pas là pour dire ça. Ce que je voulais dire par ça, c'est que eux, par exemple, clairement, ils sont toute la journée derrière le bureau. Ils vont être que deux. Ils vont rien faire d'autre que, à part se déplacer pour venir ici, aller au café, être derrière leur écran. Et au final, ils vont avoir besoin d'un document unique, avec tout ce que ça implique, avec le coût que ça implique, etc. Tout à fait. Donc, Après, il y a des risques liés à leur métier, mais qui sont assez bien maîtrisés. Pourquoi ? Déjà, forcément, ils sont formés par nous, donc. Oui, non, mais évidemment, au-delà voilà. de ça. Mais une fois que le poste de travail est bien en place, que les pauses sont fréquentes, que tout est mis en œuvre pour leur bien-être, tout simplement en termes de TMS, RPS, ainsi de suite, c'est vrai que les risques sont quand même assez limités et on a assez peu de risques d'écrasement, de chute. Alors oui, évidemment, il y a toujours une multiprise qui peut traîner, une chute de plein pied, Et encore. mais bon, C'est c'est même assez pas eux les rare. responsables au final. Parce que c'est Oui, bien là sûr. toutes les installations elles sont à l'espace de cowork donc au Tout à final fait. tu vois. Mais même après c'est du bon sens aussi, genre par exemple tout ce qui va être store, surélévation des écrans et tout ça c'est même pas en fait ils le font même pas consciemment, c'est juste que pour eux et leur confort ils le font de façon automatique parce que c'est des devs, ils passent toute leur journée derrière l'ordi donc forcément ils vont le faire. Donc au final on se retrouve avec un document qui est assez complexe et dont les types ils vont prendre connaissance mais de façon assez succincte et ils payent pour le coup ils payent une certaine somme donc voilà, je trouve que en vrai la législation par rapport à ça c'est un avis personnel mais elle devrait être un peu plus souple. Je suis pas forcément d'accord parce que en fait on a de mauvais exemples. C'est-à-dire que là, tu as des gens qu'on a formés ainsi de suite, mais on a déjà eu des clients qui font que de l'administratif avec des bureaux complètement explosés, mais explosés au sous-sol, c'est-à-dire avec des chutes, avec des potentielles chutes de plein pied de partout, des risques d'arrachement, des bureaux qui étaient pas du tout adaptés. Pas de lumière naturelle, enfin voilà, il y a quand même plein de choses qui sont à mettre en place. Par contre, c'est vrai, et c'est là où je te rejoins, dans l'administratif pur et dur, une fois que le document unique est fait, que les actions sont mises en place, il y a assez peu de redites. Contrairement au BTP, où en fait ça change tout le temps, la législation, il y a beaucoup de changements. Les EPI, c'est quelque chose qui évolue aussi. En fonction des activités de divers chantiers, des fois on est amené à faire une nouvelle chose, avoir une nouvelle machine. Là, ça a plus de sens. Ouais, mais est-ce que quand tu es une petite boîte comme ça, de grosses boîtes, ok, ça y a pas de sujet. Mais pour les petites boîtes, est-ce qu'il y a vraiment besoin de se cacher derrière un document pour ça ? Encore une fois, bien sûr, on repart avec le truc de il faut que tout soit formalisé. Putain, c'est même moi qui l'ai dit. Il faut que tout soit formalisé, la responsabilité, blablabla. Ok. Mais après,
Si par exemple il y a les bureaux qui sont pas aux normes où t'as pas de lumière ou enfin vraiment t'es dans des sales conditions, t'as pas besoin d'avoir un document unique pour t'en rendre compte. Et forcément, si l'employé va se retourner vers l'employeur, je vois pas pourquoi la législation française n'irait pas dans le sens de l'employé si on avère qu'il y ait vraiment des conditions de travail qui soient déplorables, presque. Après, il y a une différence entre déplorable et pas ton goût. Oui, tout à fait. D'où le fait que peut-être un document c'est important pour moi, je trouve... légiférer tout ça. Ouais. Je trouve que le document unique, justement, outre l'aspect purement être en règle, ainsi de suite, c'est aussi dire à l'employé quand il arrive dans l'entreprise, voilà le document unique, voilà les conditions dans lesquelles tu vas travailler. Si tu viens, il faut que tu sois conscient que, ben oui, il y a une fenêtre dans l'open space, la lumière naturelle, dès qu'il fait moche, ben on en a peu. Voilà, c'est des choses comme ça. Et en même temps, on ne peut pas avoir toutes les entreprises dans le plus beau open space du monde avec... Si, regarde-nous. Non, mais voilà. Enfin, ouais, non, bien sûr. Il faut aussi l'accepter. Il y a un sujet, désolé de te couper, parce que je vois Lucien qui me fait des grands gestes derrière en me montrant du doigt ce qu'il a écrit sur le tableau. Forcément, on est bête de ne pas y avoir pensé, mais les RPS. Et les RPS, pour le coup, même en admin, tu es obligé de l'avoir. Après, encore une fois... Oui. on n'est pas forcément obligé d'avoir un document pour parler des RPS. Mais on n'est pas obligé de parler des RPS tout court. Non, oui, pas forcément. Non, débat, c'est je rigole. C'est vraiment une blague. Oui. Non, mais oui, tout à fait, ouais. Mais ça, dans l'admin, c'est pareil, parce qu'en soi, on dit le document, peut-être ça sert pas, on se rend compte s'il y a quelqu'un qui est pas bien ou quoi, potentiellement. Mais le but du document unique aussi, et surtout d'ailleurs, c'est la mise en place d'actions. C'est-à-dire que si on n'a pas les compétences en interne, on fait intervenir un externe pour nous préconiser des choses, pour améliorer certaines choses. Tout à fait. Et notamment sur les RPS, qui est quand même un sujet assez nouveau finalement, et assez complexe aussi. Mine de rien, c'est pas facile de savoir quoi faire en cas de quelqu'un qui est en bore-out. Je suis sûr que beaucoup de monde ici ne sait pas ce que c'est le bore-out, alors que c'est quelque chose qui existe. Le string officiel. Je voulais la faire. Non, on vous dit pas ce que c'est maintenant, on vous dira dans la partie 2. Il faudra faire dans le deuxième podcast. Voilà, il y a plein de choses qui existent et où c'est difficile d'agir en fait si on n'a pas les compétences. Tout à fait. Mais du coup, parce que là ça fait déjà 32 minutes qu'on est parti. On est bien. C'est vrai qu'on est bien. Ça va se vite le temps quand on est bien. Mais avant de faire notre petit atelier, notre activité lancer franc. Lancer franc. Ce qu'on va faire, donc pour conclure avec ce débat, on récapitule. Non, je pense. Non ? Ok, on récapitule pas. Non. Ce qu'on a dit du coup, c'est que le document unique, ça ne sert à rien. Je rigole. Que tout simplement, ça sert à définir une responsabilité et surtout des fois à faire venir, faire venir des compétences externes sur comment bien gérer ce sujet en interne. Moi, je pense que c'est une nécessité. Okay. Dans tous les cas, pour la plupart des entreprises. Effectivement, il y a d'autres entreprises plus administratives, plus petites, sur lesquelles ce ne sera pas un sujet, un grand sujet, mais avoir une fois un bon document unique, ça permet d'avoir plusieurs années tranquilles. Et ça permet d'acquérir des compétences et pour l'employeur sur les petites structures et pour les personnes concernées dans les plus grosses structures. Et c'est toujours bien pour la qualité de vie de tous les salariés. Voilà. Ok. Super. Et ben on va faire la transition. On va couper, tout simplement. On va couper et on va revenir directement sur l'atelier parce qu'on n'a pas préparé les caméras sur l'atelier, donc on va faire ça. On va essayer de passer un jingle qu'on va trouver, un truc éclaté, mais c'est pas grave, ça sera bien. Et on se retrouve dans 10 secondes. Et nous revoilà après cette magnifique transition. Il était pas prêt, mais donc il nous a trouvé un concept 5 minutes avant le truc. Exactement. Donc l'idée, je crois, si j'ai bien compris, tu me dis. Vas-y, je crois qu'on a un tir chacun pour aller dans le petit panier, parce que avant tout on est des rugbymen, donc c'est normal qu'on fasse du basket. Et aller le CO bien sûr. Il a calé. Et dans l'idée, je crois que le premier qui met un point, il pose une question gênante sur le taf à l'autre. C'est ça ? Ouais, c'est ça, ou une question qu'on n'aurait pas posée dans ce cadre-là. Ok, allez, feu. Voilà. Allez.
Donc, je commence. Si je la mets en premier, par exemple, t'as le droit à. Ok. Allez. Ça va devenir un beer pong. Ouh, j'étais pas loin. T'es pas loin. Il était pas loin, le petit. Ouh là là là. Il était pas loin non plus. Parce que à notifier aussi, ça c'est une grande chose qu'on a chez nous, c'est quand même que le travail c'est. On est sur le micro. Sur le micro, désolé. Le travail c'est important, c'est sûr, mais il faut toujours avoir une bonne ambiance. Et c'est vrai qu'on a ce genre de petits jeux sans arrêt. Et on s'entend tous très bien. Et le panier de basket. Hop là, hop là, Ok. c'est facile. Donc, c'est ce moment. Là, du coup, il va me poser une question. Je vais devoir répondre franchement. Et après, le podcast sera fini. Ok. Voilà. Rouge. Est-ce que t'en as déjà eu marre de faire que du document unique? Tu Faites dis de la ça parce prévention des risques au que travail. tu connais la réponse. Oui. Oui, bien sûr. Forcément. Moi, déjà, de base, on va dire que je connais très très bien le document unique et j'ai pas mal de compétences à ce niveau-là. Mais c'était pas forcément mon appétence première. Vu que je suis plus à la gestion d'entreprise, tout ça. Donc, forcément, dans mes débuts, j'en ai eu un peu marre. Et d'ailleurs, j'en fais moins parce que ça fait partie aussi de mon taf, mais ça fait partie aussi de mes envies. Parce que j'en avais marre. Et voilà. C'est tout ce que je peux dire de plus. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment Un agréable avec moment. nous. Nous, non. C'est clair. C'est un sujet qui est compliqué et qui est pas forcément fun à traiter, donc on espère avoir répondu à quelques interrogations. Si jamais vous avez le besoin ou l'envie d'en savoir plus sur Prévensis et sur notre logiciel au risque, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous allez avoir les liens de Prévensis et notre contact en bio et à la fin du podcast. On espère que vous vous portez bien. On se dit à très bientôt pour l'épisode 2. Tout à fait. Qui va être sur les risques psychosociaux. Rappelle-toi. Et boum. Et voilà. À très vite. Tout de Ciao, bon. ciao. Et n'oubliez pas, comment ils disent déjà les influenceurs, le pouce. Le pouce bleu. Mettez le pouce bleu là. Le pouce bleu. Allez, ciao.